Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du vendredi 20 septembre. Salut à Dagdeg, comment est-ce que ça va de ton côté? J'espère que vous êtes toutes prêtes et prêts à continuer les questions de Melinda dans cette magnifique édition de 1923. Salut Eponine, qu'on a quasiment terminé. A priori, il ne reste que 2 sessions. Donc, normalement, la session de cette semaine et la session de la semaine prochaine. Et ce sera terminé pour le Milinda Pana. Bon, pour rappel, on n'avait pas fait l'introduction, tout le passage où on nous explique les différentes, ce qui s'était passé dans les vies précédentes de Nagasena, ce qui s'était passé avant qu'il rencontre, pour Milinda avant qu'il rencontre Nagasena, etc. On avait directement attaqué la partie, vraiment le cœur du texte, hein, la partie de discussion entre Nagasena, le moine bouddhiste, et Milinda, Ménandre Ier, le roi grec. Donc voilà, donc on avait un peu skippé des bouts quoi. Panicky, je failli me rendormir après mon réveil. Et ben moi pareil, j'ai eu un peu de mal à me lever ce matin là, c'était un peu galère. Avant d'attaquer le texte, je voulais partager deux news avec vous, dont une qui m'a fait un peu rire et qui est la raison pour laquelle je me suis couché un peu tard hier. Je ne sais pas si vous avez parlé du fait que dans le cadre de ma formation de moine, oui, ça j'en avais parlé, je vais devoir faire une retraite de une semaine en mars, a priori, de l'année prochaine, et je suis en train de me former pour ça. Le but, c'est, suite à cette retraite, et il y en aura probablement une deuxième, donc suite à la deuxième retraite d'une semaine, eh bien, je pourrai avoir, moi et les autres postulants, on pourra avoir le grade de Kyoshi, qui est le grade de moine qui permet notamment d'avoir son propre temple, etc. Parce que pour l'instant, même si je suis officiellement moine, eh bien, normalement, j'ai un peu un espèce de statut d'assistant moine, etc. Même déjà, ce que je fais là, à enseigner sur Twitch, c'est déjà un peu borderline, même si j'ai eu l'autorisation de ma hiérarchie, donc je peux y aller, il n'y a pas de souci. Mais voilà, normalement, il faut avoir ce grade de Kyoshi. Et donc, salut Alice. Et donc, dans le cadre du grade de Kyoshi, hein, je lui avais dit, je suis en train de me former, je suis en train d'étudier, etc. Mais il y avait un point qui était toujours un petit peu en suspens, c'est que depuis longtemps, on nous dit, dans le cadre du Kyoshi, vous allez devoir écrire une thèse, écrire un document. Alors on était oui, ok, écrire un document, super, quoi. Et on nous avait pas du tout dit quel style et quelle longueur. On nous avait juste dit oui, à un moment, il faudra que vous écriviez un document. Et donc, il y a quelques jours, on reçoit un message qui nous dit ouais, normalement, ça devrait être, franchement, même un petit document, genre 3 pages, ça ira, quoi. C'est genre un micro-essai. Voilà, ça, si c'est 3 pages, c'est tranquille et tout. Par contre, c'est sûr que comme la retraite est en mars, et qu'il faut le temps que ce soit traduit en japonais, bon, idéalement, il faudrait que le document puisse sortir aux alentours de fin novembre. Donc, on se dit, bon, bah, si c'est jusqu'à fin novembre, écrire un document de 3 pages, tranquille ou bilou, quoi. Hier matin, on reçoit un autre mail de la même personne qui dit, en fait, ce sera probablement plutôt une dizaine de pages. Alors, tu fais, bon, ok, dizaine de pages, ça se fait. Sauf que là, on est déjà le 20 septembre, donc s'il faut que ça sorte pour le 30 novembre, il va falloir commencer à se bouger un peu les fesses. Hier soir, on reçoit un nouveau mail. Ils en ont discuté entre eux. Quand je dis entre eux, c'est du coup notre hiérarchie qui est aux États-Unis. Il nous fait alors finalement, en fait, la thèse, il faudra que ça fasse entre 40 et 50 pages et il faut la rendre pour le 30 novembre avec une bibliographie, un résumé, une table des matières. Ma première réaction, ça a été combien? Combien? 40 à 50 pages pour fin novembre? Sachant qu'en plus, moi, je suis pas là sur tout le mois de novembre. Je suis en déplacement au Japon. Donc vous allez me dire, ça m'empêcherait pas d'écrire. Mais le problème, c'est que je suis pas là. Et qui veut dire que je suis pas là, veut dire que j'ai pas accès à tout le tas de bouquins qui est dans l'armoire derrière moi. Ça veut dire que je peux pas avoir toutes mes références dans tous les sens. Je vais pas me balader avec un sac comme ça de bouquins. Au Japon, c'est mort. Donc je leur ai dit déjà moi il y a un mois où je peux pas, je vais quasiment rien pouvoir écrire parce que j'aurai pas mes bouquins avec moi. Ce qui fait que si je dois rendre un truc de 40-50 pages d'ici le 22 octobre, sachant qu'en plus j'ai la retraite, la petite retraite de 3 jours qu'on organise chez moi dans le cadre de la cérémonie de confirmation de Dagdeg, hein, notamment, j'aurais dit les gars, ça va être un petit peu shorty là quand même, un petit peu chaud. Et en plus, il n'y a pas que moi, il y a les deux autres candidats qui doivent être en panique en ayant vu le mail hier soir. J'ai baladé comme Zhang avec ses parchemins dans le dos, exactement. Donc, et c'est là que j'en arrive avec ma deuxième nouvelle, je leur ai dit, les gars, j'ai un truc à vous proposer. Il se trouve que j'ai écrit un commentaire sur le Shoshinge qui fait 140 pages en français, mais de nos jours, la magnifique technologie nous permet
en un clic, de traduire ce texte en français en un texte anglais qui soit à peu près compréhensible. Sachant que si le but derrière, c'est que vous le retraduisiez en japonais, c'est pas grave si le texte en anglais, il n'est pas 100% parfait tant que vous le comprenez. Parce que là, moi, je vais pas me ramuser à écrire un bouquin de 40 ou 50 pages, sachant que j'en ai un, et c'est là où j'en arrivais, qui est en train de se publier en français. Ça, c'est l'exemplaire pas à la vente, c'est l'épreuve que je suis en train de faire imprimer. C'est de l'impression à la demande sur Amazon. Je suis extrêmement surpris. Regardez-moi cette qualité. Franchement, il est très, très, très joli. Et du coup, alors que je suis en train de le publier en français, là, donc j'ai eu l'épreuve là tout dernièrement, je l'ai eu hier ou avant-hier. Je suis en train de la revoir, j'ai fait quelques petites modifs. Et une fois que les modifs seront validés par Amazon dans les 72 heures, le bouquin sera disponible à la vente. Donc bref, ça c'est ma petite micro-pub. Mais déjà, je suis très surpris, comme je dis, la qualité, je la trouve incroyable. Franchement, pour une impression à la demande, couverture rigide et tout. Voilà. Je vais vendre le bouquin 14 balles. Je pensais le vendre 14 balles. Il y aura 160 pages environ. Parce qu'il y a quelques pages blanches, même si le contenu fait vraiment plutôt 140 pages en lui-même. Et donc, c'est vraiment un commentaire stance par stance du Shoshinge. Chaque stance est traduite avec à chaque fois un commentaire personnel. Beaucoup de références aux penseurs modernes de la branche Otani, comme Kiyosawa, etc. Et voilà, le but, c'est vraiment de prendre le Shoshinge et de détailler son contenu, voir comment est-ce qu'on peut le comprendre, d'où ça vient, etc. Merci beaucoup, Éponine. Merci beaucoup. C'est très gentil de ta part. Et donc, tout ça pour finir avec mon histoire de thèse, c'est que je leur ai dit, j'ai ça qui est en train de sortir, est-ce qu'on peut pas utiliser ça? Au pire, on l'utilise pas en entier parce qu'il fait 140 pages. Je pense que le mec qui va devoir le traduire en japonais, il va péter un câble. Mais on peut par exemple s'arrêter à la 11e stance, qui est celle qui termine la partie sur le Grand Sutra et on va dire la compréhension de Shinran, avant qu'il attaque à partir de la 12e stance les 7 patriarches. Après, à partir de la 12e stance, en fait, il va prendre les 7 patriarches dans l'ordre, pardon, et il va détailler à chaque fois qui ils sont et quels sont leurs apports principaux à la philosophie de Shinran, à la philosophie de la Terre pure, mais aussi comment Shinran le comprend et comment il l'intègre dans sa propre philosophie. Donc voilà, moi j'essaie de pousser pour ça, parce que sinon c'est mort. Mais je trouve ça fou qu'ils se décident seulement maintenant et qu'ils nous disent un peu la bouche en cœur. Je me dis, mais ils ont pris de la drogue. Les développeurs ont pris de la drogue. Je me dis, attends, ils nous disent ça. On est le 20 septembre, ils nous disent il faudrait écrire une thèse de 40 à 50 pages pour fin novembre, sachant que les autres, ils bossent aussi, hein, les autres candidats, ils ont un boulot à côté. Hein. Je dis, mais ils se rendent pas compte du travail que c'est. Enfin, déjà, il faut trouver l'idée. Il faut trouver l'idée. Et une idée aussi qui soit suffisamment intéressante et développable pour écrire un truc de 40 ou 50 pages. Enfin, c'est pas rien, 40 ou 50 pages. C'est. Je sais pas, ça me paraît fou qu'ils nous aient pas dit ça en janvier, en fait. Ils auraient pu nous dire ça en janvier, pas se décider 2 mois avant. Ça me paraît dingue. Enfin bref, là c'est moi qui gueule. Je gueule, mais en même temps, ils sont très gentils, ils nous aident et tout. Mais là, pour ce coup-là, je trouve que c'est. Enfin, ils se rendent pas compte, quoi. Ils se rendent pas compte du taf que ça représente. Donc moi, comme j'ai déjà un taf qui est fait, je dis écoutez les gars, vous prenez ça et puis c'est tout. Hein. Je vais essayer de pousser, je vais négoce. Je vais négoce. Surtout pour terminer avec ça, en fait, c'est que cette thèse qu'ils nous demandent de faire, elle est censée représenter vraiment, pouvoir montrer qu'on est capable d'enseigner le Jodo Shinshu. Alors eux, ils voulaient rajouter la nuance de dire c'est bien aussi de montrer un peu l'intérêt du Jodo Shinshu dans votre vie et tout. Moi, je leur ai dit franchement, si vous lisez mon commentaire, ce sera clair pourquoi est-ce que j'ai choisi le Jodo Shinshu. Par contre, clairement, le bouquin, en tant que commentaire du Shoshinge, si avec ça, je montre pas ma compréhension du Jodo Shinshu, voilà quoi. Le Shoshinge, c'est vraiment un résumé des enseignements de Shinran sous la forme d'un poème qu'ensuite on peut développer point par point. Donc derrière, ça permet de montrer vraiment ma compréhension des enseignements. Donc voilà, s'il vous plaît, utilisez ça, utilisez ça. Je peux pas réécrire un truc de 40 pages en 3 semaines. S'il vous plaît. Voilà ma vie en ce moment. Donc j'ai envoyé un long mail hier soir à 23h pour expliquer avec la traduction faite par Google Translate de mon bouquin en disant s'il vous plaît, prenez ça. Je vous en prie, je vous en conjure. Sauvez-moi. Voilà, bon j'ai fini de me plaindre, mais je suis en même temps très content hein, parce que voilà, le livre va sortir tout bientôt. Bien sûr pour les prochains pour les premiers qui l'achèteront, hein, je voyais Eponine, merci beaucoup. N'hésitez pas à me faire remonter si vous voyez des typos, parce que le livre, bien sûr, c'est moi qui l'ai écrit. Je l'ai bien sûr revu moi-même. Il a été revu par des membres de ma famille pour le côté vraiment orthographe et tout.
Il est possible qu'il reste des typos sur un bouquin de 140 pages. J'ai pas d'éditeur, j'ai pas de personnes qui vont revoir ça. Donc, il est possible qu'il reste des petites coquilles à droite à gauche. Donc, voilà, il faut pas hésiter. Salut Inoshishi. Il faut pas hésiter si vous voyez des coquilles sur le bouquin quand il sera sorti. Voilà. Normalement, il devrait être dispo probablement d'ici 72 heures, donc peut-être même moins, mais je vous le dirai, je vous en parlerai dans le live de lundi si jamais il est sorti. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire remonter les choses. Moi, j'ai déjà vu sur cet exemplaire de ce qu'ils appellent une épreuve, hein, donc cet exemplaire qui n'est pas à vendre, hein, c'est bien marqué, n'est pas à vendre, qu'il y avait 2-3 trucs qui allaient pas, que j'ai déjà corrigé pour la version à publier, mais c'est possible que je sois passé à côté de quelque chose. Donc voilà, je compterai sur vous. Et puis comme c'est de l'impression à la demande, on peut du coup facilement derrière le remodifier. C'est pas comme le truc, une fois qu'il est imprimé à 500 exemplaires, bah, les 500 exemplaires, s'il y a une grosse faute au milieu, ils l'ont tous, quoi. Et là, ça peut me permettre de modifier pour que les prochains n'aient pas la typo, quoi. Voilà. Mais en tout cas, ouais, comme je disais, franchement, Amazon impression pour de l'impression à la demande, enfin, c'est vraiment quali, quoi. Vraiment très quali. Voilà, j'en ai fini avec mon auto-pub et et mon ralage à la française, en disant combien de pages? Pour quand? J'ai fini. On va passer à notre bon vieux Milinda, comme je disais, avant-dernière session. Alors, je vais vous partager l'écran. On va regarder ça ensemble. Aujourd'hui, hein, notamment sur Milinda, on va parler des pouvoirs magiques. On va parler de magie et de pouvoirs magiques, entre autres. Et on va revoir aussi quelques points qu'on avait déjà discutés avant. Notamment ce premier point, qui est un peu une redite d'un point du ou des chapitres précédents. C'est un peu un mix de plusieurs points. On nous dit ici, hein, Milinda pose la question, Nagasena, quel est le but de votre effort? Donc, en gros, pourquoi est-ce que vous êtes devenu moine et pourquoi est-ce que vous pratiquez dans cette voie de moine qui a l'air quand même assez difficile? Est-ce que c'est pour l'abolition de la douleur passée, de la douleur future ou de la douleur présente? Donc là, Nagasena, lui, il va répondre à un truc un peu surprenant, il fait ni l'une ni l'autre. Alors Melinda est genre... Hein. Mais alors quel est votre but? Que la douleur présente cesse et qu'aucune autre ne naisse. La douleur future existe-t-elle? Demande Melinda. Et Nagasena lui répond non. Melinda, il est alors, mais alors quel sage extraordinaire qui se travaille pour supprimer ce qui n'existe pas. En fait, ce dont il est question ici, hein, c'est ce que j'ai noté là. Pour moi, la raison de ce qu'il veut dire par là, c'est que, en fait, il lui dit hein, qu'on essaie d'abolir la douleur passée, future ou présente. En fait, Melinda, il dit bah, aucune de tout ça en réalité, parce que, la douleur passée, elle ne peut pas être abolie, elle est là, elle est passée, elle est déjà passée. On ne peut pas l'enlever, elle est terminée, elle n'existe d'une certaine façon. La douleur, la réelle douleur qu'on a ressentie dans le passé, on peut s'en rappeler et à ce moment-là, elle redevient présente, mais d'un point de vue de l'acte réel de la douleur passée, on ne peut plus rien y faire. Elle est là, on ne peut pas l'abolir, on ne peut pas l'enlever. Mais d'une certaine façon, elle n'est plus existante non plus. Voilà. Ensuite, la douleur, de la douleur présente et future, eh bien, la douleur présente et la douleur future, en fait, le but ici n'est pas de l'abolir au fur et à mesure qu'elle arrive. Le but, ça va être justement de couper la racine de la souffrance en cette vie pour qu'elle ne puisse plus se reproduire à l'avenir. C'est-à-dire que pour Melinda, pour Nagasena, et il va revenir dessus dans l'exemple, hein, c'est ce qu'on avait déjà vu avant, c'est les exemples qu'il a déjà utilisés. En fait, la douleur présente, c'est entre guillemets trop tard pour faire quelque chose. Elle est déjà présente. C'est pas par rapport à la douleur présente qu'il faut se poser la question de ce que j'aurais dû faire pour l'enlever. Et la douleur future, d'un côté, elle n'existe pas encore, mais le but, justement, ça va être de faire en sorte de couper cette douleur, de couper la racine de cette souffrance pour qu'elle ne se reproduise plus à l'avenir. Et c'est ce qu'il va expliquer ici. Hein. Il dit, c'est pas quand tu es attaqué par des rois ennemis, Maharaja, est-ce que c'est pas à ce moment-là que tu fais creuser des fossés, élever des murs, construire des tours de garde et des forts et que tu mets du grain en réserve. Donc en fait, c'est pas parce que tu ressens la douleur présente maintenant que tu peux réellement y faire quelque chose. Ta seule possibilité, c'est de justement te préparer pour éviter que la douleur revienne à l'avenir, en fait. Et c'est ça qu'il veut dire par là. Non, il dit en effet, hein, Melinda lui dit non, en effet, dans le cas d'une guerre, bah, tout est préparé à l'avance. C'est pas au dernier moment qu'on va commencer à faire des réserves, à préparer un camp, construire des murs, etc. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu apprends la manœuvre des éléphants, des chevaux, des chars, le maniement de l'arc et de l'épée? Non, tout ça, je l'ai appris à l'avance. Et dans quel but? Bah, pour écarter les dangers futurs. Mais est-ce qu'un danger futur existe? Non, sans doute. C'est-à-dire qu'il n'est pas certain. C'est pas parce qu'effectivement, il a pris toutes ces précautions de construire des murs, de préparer son armée, de faire des manœuvres, etc., qu'il est certain qu'une guerre va réellement éclater. Mais pourtant, il le fait.
parce qu'il veut justement éviter les problèmes au moment où ça arrivera, si jamais ça doit arriver. Et donc il lui dit quel sage extraordinaire tu es pour te préparer à écarter des dangers qui n'existent pas. Donne-moi donc une autre comparaison. Lorsque tu as soif, est-ce à ce moment-là que tu fais creuser une citerne ou un bassin pour avoir de l'eau à boire? Lorsque tu as faim, est-ce que c'est à ce moment-là que tu fais labourer un champ et semer du riz pour avoir à manger? Ben non, tout cela est fait à l'avance. Et pourquoi donc? C'est pour écarter la soif et la faim future. Mais est-ce que la soif et la faim future existent vraiment? Non, sans doute. Quel sera extraordinaire qui se prépare à écarter une soif et une faim inexistante. Donc là, c'est la même raison. Hein. La douleur physique, la douleur, pas pardon, la douleur physique, la douleur future, techniquement n'existe pas encore, mais le but de la pratique, c'est justement de se préparer pour l'écarter, pour éviter qu'à l'avenir, elle puisse se produire. Et comme je disais, hein, la douleur passée, on n'y peut rien. La douleur présente, c'est trop tard pour faire réellement quelque chose dessus. La douleur future n'existe pas vraiment, mais pourtant, c'est à celle-là qu'on va se préparer et qu'on va justement essayer de couper pour qu'elle ne se produise pas. Voilà. Alors, ensuite, on va parler de pouvoir magique. Magie. Nagasena, quelle est la distance d'ici au monde de Brahma? Donc Brahma, un des dieux de l'hindouisme. Cette distance est telle qu'une pierre, ayant le volume d'une haute maison, tombant du monde de Brahma avec une vitesse de 48 000 yojanas par jour, de 24 heures. Un yojana, c'est 6 à 16 km. Donc elle tomberait de 6 à 16 km fois 48 000 par jour, donc elle tomberait très 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 vite, mettrait 4 mois à atteindre la Terre. Donc le royaume de Brahma, clairement, il n'est pas tout près. Et Milinda qui lui répond, hein, mais vous dites d'autre part, aussi vite qu'un homme vigoureux étend son bras plié ou plie son bras tendu, fait de la gonflette, aussi vite qu'un homme fait de la gonflette, aussi vite le religieux possédant les pouvoirs magiques, arrivé à la maîtrise de son esprit, disparaît du Jambu-Dipa, donc de notre monde à nous, hein, notre continent à nous, et reparaît dans le monde de Brahma. Je ne puis croire qu'il parcourt aussi vite un tel nombre de yojanas. Donc là, on commence à discuter effectivement, hein, vous le voyez, de pouvoir magique et notamment la capacité à, d'une certaine façon, se téléporter dans le monde de Brahma ou dans les cieux, dans les différents cieux des dieux du panthéon bouddhiste. Quand on dit Dieu ici, hein, je précise toujours au cas où il y a des nouveaux, mais on ne parle pas de Dieu créateur. Hein, on sait juste les dieux sont un état de renaissance où on kiffe pas mal la vibe, où on a beaucoup de puissance, où on vit très très longtemps, mais au bout d'un moment, on finit par retomber dans le cycle des naissances et des morts. Voilà, c'est juste un état de renaissance plutôt kiffant. Auquel beaucoup de gens dans le Theravada aspiraient, hein, parce que c'est vraiment, voilà, il y a très peu de souffrance, il y a beaucoup de joie sur très très longtemps. Mais en fait, l'inconvénient toujours, hein, je le précise, des dieux, c'est que, eh bien, ils ont une telle vie d'opulence et de joie qu'en fait, au moment de la mort, ils sont dans une détresse complète parce qu'ils savent que tout ce kiff absolu va se terminer et peuvent pas forcément savoir comment ils vont renaître et peut-être qu'ils vont être réincarnés en cochon d'Inde ou en hamster et là, ils vont vachement moins kiffer la vibe. Donc voilà, ils paniquent d'autant plus que on va dire la souffrance qui est liée à la peur de perdre ce qui est agréable, qui pour eux est vraiment très très agréable depuis très très longtemps. Ils ont d'autant plus peur de le perdre, justement. Donc bref, en tout cas, tout ça pour dire, j'en revenais sur l'histoire, hein, donc effectivement, là, la question, c'est, Milinda, il a du mal à croire que, en fait, par des pouvoirs magiques, les moines soient capables de, en une pensée, se téléporter dans les cieux de Brahma, aussi vite, hein, il dit, hein, aussi vite qu'on déplie, qu'on replie le coude, et alors que ce serait justement à plusieurs milliers de kilomètres, voire millions de kilomètres de notre continent. Donc là, ici, comme je disais, ces questions de pouvoir magique, on peut en discuter un petit peu. Je me suis mis ici une petite note hein, pour ne pas oublier de choses. Donc fait partie ici, hein, cette capacité à aller dans les cieux, à se téléporter, à voler dans les airs, etc. Ça fait partie des pouvoirs magiques que ceux qui ont maîtrisé leur esprit peuvent atteindre. Et traditionnellement, on fait mention de 6 pouvoirs paranormaux. Il y en a un qui est un pouvoir qui est uniquement accessible à ceux qui suivent la voie bouddhiste. C'est le fait de savoir que la souffrance a été coupée à sa racine et qu'on ne renaîtra plus. Pouvoir uniquement accessible à ceux qui suivent la voie bouddhiste. Si vous vous rappelez, hein, c'est un des points qu'on avait discuté dans le Milindapana, où Milinda posait la question de savoir est-ce que un religieux qui a coupé la racine de la souffrance et qui ne renaîtra pas, sait qu'il ne renaîtra pas. Et Nagasena avait été très clair en disant, bien sûr, effectivement, une personne qui a accompli l'acte, qui a coupé la racine de la souffrance, sait très bien qu'elle ne renaîtra plus.
Et donc ici, hein, c'est considéré comme un des pouvoirs, une sorte de pouvoir magique, hein, qu'ont justement donc les pratiquants de très haut niveau, hein, les aharantes, les personnes qui ont coupé la racine de la souffrance, c'est qu'ils le savent. Ils savent que la souffrance a été coupée à sa racine et qu'on ne renaîtra plus. Donc d'une certaine façon, ça fait partie des pouvoirs qui permettent de connaître sa vie future ou du coup, dans le cas présent, hein, son absence de vie future. Et derrière, il y a, donc ça c'est le premier, j'avais dit il y en a 6 hein, traditionnellement. Les 5 autres, en fait, ce sont des pouvoirs qui sont accessibles globalement, alors je ne vais pas dire à tout le monde, mais en fait à tous ceux qui auraient pratiqué les méditations et les austérités suffisantes. C'est-à-dire que ce ne sont pas des états qui sont spécifiquement accessibles uniquement aux personnes qui vont pratiquer le bouddhisme. Ça peut être accessible à des ascètes, à des hindouistes, voilà, n'importe quelle autre personne, tant que la personne réalise les pratiques qui sont associées, qui ne sont pas des pratiques qui sont 100% exclusives au bouddhisme. On a parmi ces 5 donc, pouvoirs plus mondains, le fait de maîtriser les pouvoirs psychiques, donc c'est notamment cette technique-là qui permet de voler ou de se téléporter jusqu'aux les cieux de Brahma, l'oreille divine qui permet d'entendre au loin, qui va en général avec d'autres sens, hein, il y a aussi l'œil divin qui permet de voir très loin, etc., etc. La connaissance de l'esprit des autres, c'est-à-dire la capacité de lire dans les pensées et de détecter les besoins, ce qui permet notamment de s'assurer bien qu'on va répondre aux gens via des moyens adaptés à leurs besoins. La capacité de se rappeler ses vies passées et la capacité à connaître les états de renaissance des autres êtres. Et donc, comme je disais ici, hein, c'est des pouvoirs mondains qui peuvent acquérir les pratiquants non bouddhistes grâce à la méditation, et aussi les pratiquants qui n'ont pas forcément cultivé que des racines de bien. L'exemple typique étant Devadatta, le cousin du Bouddha, qui est réputé pour être très très bon justement dans tous ces pouvoirs magiques-là. Et donc, malgré le fait qu'il est considéré comme une mauvaise personne, eh bien, ça ne l'empêche pas de pouvoir avoir accès à ces fameux 5 pouvoirs qu'on qualifierait de mondains. Mais bien entendu, il ne peut pas avoir accès au dernier pouvoir, vu que là, il faudrait avoir coupé la racine de la souffrance, et donc il ne peut pas être un être mauvais en même temps. Ce n'est pas possible. Et le point que j'avais noté ici qui est important, c'est qu'en fait, dans le bouddhisme, ces pouvoirs ne doivent pas être cherchés par eux-mêmes ou pour eux-mêmes, ils sont juste une conséquence de la pratique. Le but du moine n'est clairement pas d'acquérir ces pouvoirs magiques. Le but du moine, c'est purement et uniquement de se libérer de la souffrance. Donc d'une certaine façon, ce serait d'acquérir le premier de ces 6 pouvoirs, hein, qui est le seul qui est vraiment un pouvoir spécial bouddhiste. Le fait de savoir qu'on a coupé la racine de la souffrance, ça c'est le but du chemin. Par contre, les 5 autres pouvoirs mondains, eh bien, ils ne sont là que comme des sortes d'effets secondaires de la pratique. Il y a certains moines qui étaient traditionnellement, hein, dans les histoires, dans les sutras, plus doués que d'autres là-dedans. Il y a des moines qui étaient vraiment spécialisés dans les pouvoirs magiques, d'autres, enfin spécialisés, qui avaient vraiment pu acquérir vraiment une réelle maîtrise de ces pouvoirs, d'autres qui sont, voilà, ils s'en fichent un petit peu. En fait, du coup, l'état de réalisation ne va pas du tout se baser sur ces pouvoirs-là. Ce n'est qu'un effet secondaire de certaines pratiques que certains moines ont pu acquérir, mais ce n'est pas là-dessus qu'on va juger la qualité et l'état de réalisation d'un moine, bien entendu. Voilà. Et donc, je regarde un peu ce que vous avez écrit par rapport à ça, hein. C'est d'ailleurs parce que les non-bouddhistes peuvent atteindre ces pouvoirs que le Bouddha demande à leurs disciples de ne pas se baser sur des miracles. C'est ça. Pourquoi rendre un maître spirituel ou une doctrine? C'est ça. Exactement. L'argument que Jésus puisse marcher sur l'eau ou multiplier les sandwichs et le coca pour un bouddhiste, ça nous fait ni chaud ni froid. Exactement. En fait, cet effet, pour moi, ça a toujours été un côté un peu waouh qui permet de rendre les sutras un petit peu plus vivants, un petit peu plus fun à lire d'une certaine façon. Mais en fait, c'est pas du tout ça qui est le point central de l'enseignement. Au contraire, on va vous dire, hein, justement, hein, pour ceux qui ont pu acquérir ce genre de pouvoir, on va vous dire surtout ne vous y attachez pas, ne considérez pas ça comme des états de réalisation intéressantes. C'est pas ça le but en fait. C'est vraiment juste un effet secondaire qui est là, auquel vous ne devriez même pas réellement prêter attention. Et comme disait Éponine, vous ne devez pas juger les gens sur leur capacité ou non à avoir atteint ce type de pouvoir. L'important, c'est vraiment de savoir est-ce que la personne que vous suivez a un enseignement qui vous parle, est-ce qu'elle vit selon ses propres enseignements, est-ce que grâce à ces enseignements-là, elle a pu se libérer de la souffrance, ou en tout cas limiter la souffrance, c'est ça qui est important. Si derrière, elle est capable de se téléporter aux cieux de Brahma, bon bah, balèze. Mais en réalité, c'est pas pour ça que ça fait un bon maître. Il y a des maîtres très mauvais, suivant en tout cas les vieux textes bouddhistes, hein, il y a des maîtres très mauvais qui étaient capables de faire la même chose. C'est juste parce qu'ils avaient atteint les niveaux de méditation suffisants pour le faire, mais ça ne sous-entendait pas que leurs enseignements
en eux-mêmes étaient bons, vu que ce n'étaient pas des enseignements qui permettaient de couper la racine de la souffrance. Voilà. C'est ça. L'effet Dagdek qui dit l'effet waouh, j'aime tellement pas ça. Bah voilà, après c'est à nouveau, il faut remettre moi je vous à chaque fois, je vais pas revenir encore une fois dessus, mais je vous donne toujours l'exemple d'Ananda qui quand il est devenu un Aharante, il passait par le trou de la serrure. C'est toujours plus stylé à raconter que s'il avait ouvert la porte. C'est cet effet waouh, c'est cet effet ça met un petit peu de piment, ça fait un peu rêver, ça voilà. Et puis il faut voir aussi peut-être le contexte culturel de l'époque, hein, possiblement aussi les cultures dans lesquelles ces sutras ont été partagés, rédigés, etc., étaient peut-être des cultures dans lesquelles justement il y avait ce besoin de pouvoir prouver aussi, malgré tout, par des pouvoirs magiques, l'état d'avancement des gens en disant regardez, ils peuvent aussi faire tout ça, même si bien sûr le Bouddha insiste sur le fait que c'est pas important. Mais d'un point de vue, on va dire, peut-être culturel, d'un point de vue populaire, ça aide aussi à partager avec le peuple en disant bah voilà, regardez, c'est quand même un peu fun, il a fait ça, hop, il s'est téléporté, il est passé à travers la serrure, ou Bouddha, il est allé aux cieux des Brahmas, il est redescendu aussi vite qu'on plie et qu'on déplie le coude. Voilà, ça rend le côté aussi un petit peu fun. Après, on y croit ou on n'y croit pas. Au final, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, qu'on croit à cette histoire ou qu'on n'y croit pas du tout, à ces histoires de pouvoir magique, en fait, ça n'a aucune espèce d'importance, comme on disait avec Eponine juste avant. En fait, c'est pas ça qui est important, on s'en fout. En fait, que le Bouddha ait été capable ou que ses disciples étaient capables de lire dans les pensées des gens, on s'en fiche en fait. L'important, c'était est-ce que les enseignements qu'il prodigue aident les gens à se libérer de la souffrance. C'est la seule chose qui est importante. Derrière, que vous croyez au pouvoir magique ou pas, c'est des frioritures en fait. Les pouvoirs magiques, il faut vraiment le voir dans les textes comme des frioritures. Des trucs qui sont là, qu'ils aient eu lieu ou pas, pour rendre le récit un petit peu plus fun, un petit peu plus attrayant. Mais voilà, c'est tout en fait. C'est des frioritures. Donc pour revenir à notre bon Milinda et Nagasena, donc Milinda était en mode ouais, bah, j'ai un peu du mal à y croire à ces histoires de pouvoir magique. Justement, il est en mode sceptique, en mode oui, bon bah ouais, vous dites que voilà, ils peuvent se téléporter dans les cieux de Brahma qui sont à je sais pas combien de millions de kilomètres. Aussi vite qu'on fait ça, ouais, j'y crois moyen quoi. Je y crois moyen. Et donc Nagasena va lui dire hein, quel est ton pays natal, Maharaja? Eh bien, c'est une île nommée Alassandra. Alors, d'après l'auteur, enfin le traducteur du texte en français, ça pourrait potentiellement être en réalité Alexandrie en Égypte. Il pourrait venir d'Alexandrie en Égypte, notre bon Milinda. Et quelle distance est-ce qu'il y a entre ici et Alessandra ou Alexandrie? Eh bien, il y a 200 yojanas, que lui répond le roi. Peux-tu te rappeler, lui demande Nagasena, peux-tu te rappeler quelque chose que tu aies fait là-bas? Milinda dit bah ouais, je me rappelle là maintenant, là je suis en train de me rappeler. Genre je me rappelle mon enfance et tout là-bas, c'était stylé, c'était beau. Il y avait des crocodiles. Et du coup la réponse de Nagasena c'est bien dis donc, tu as parcouru aisément 200 yojanas, Maharaja. Donc voilà, juste comme ça en disant bah est-ce que tu te rappelles y être allé? Est-ce que là d'un coup là tu te revois là-bas? Et bah du coup t'y es. Hop, t'as fait 200 yojanas comme ça. Voilà, j'aime bien le style, j'aime bien la répartie. En disant en fait effectivement si ça te paraît bizarre qu'un Bouddha puisse le faire grâce à ses pouvoirs magiques, est-ce que pourtant ça te paraît pas si bizarre que tu sois d'une certaine façon capable de te téléporter là-bas en pensée en l'espace d'une fraction de seconde? Voilà, j'aime bien l'idée, c'est de la bonne répartie, moi je trouve, assez cool. Nagasena. Donc prochaine question, hein. Milinda lui demande Nagasena de deux hommes qui meurent ici et dont l'un renaît dans le monde de Brahma, l'autre au Cachemire. Lequel arrive le plus vite? C'est un peu la suite de la question d'avant, hein. Bah tous deux arrivent en même temps, lui répond Nagasena. Donne-moi donc une comparaison. Quelle est ta ville natale, Maharaja? Eh bien, c'est le village de Kalassi. Quelle distance y a-t-il d'ici à Kalassi? Eh bien, à 200 yojanas. Et d'ici au Cachemire, il y a 12 yojanas. Pense à Kalassi. C'est fait. Pense maintenant au Cachemire. C'est fait. Auquel as-tu pensé le plus vite? J'ai pensé aux deux endroits dans le même temps. C'est ainsi qu'on renaît en même temps dans le monde de Brahma et au Cachemire. Voilà, à nouveau, là, il utilise le même argument en disant qu'en fait, si tu es capable de voyager de l'un à l'autre, malgré la distance, tu es capable de voyager en pensée de l'un à l'autre aussi rapidement, et ben en fait, il n'y a aucune raison que ce soit dans le cas d'une renaissance ou que dans le cas des pouvoirs magiques d'un Bouddha ou d'un art de haut niveau, et bien, en fait, eux aussi peuvent le faire exactement de la même façon que toi, tu es capable en pensée de voyager aussi vite de l'un à l'autre. Finalement, les distances, dans ce genre de cas, ne sont que des données mondaines
qu'il est possible de transcender par la pensée. Et donc là, il sous-entend qu'il est possible de transcender par les pouvoirs magiques et que dans le cadre d'une renaissance, ces distances sont également transcendées. Voilà. Ah, c'est possible, Eponine qui dit intéressant. Ouais. Après, il vient peut-être pas de l'Alexandrie égyptienne. C'est pas faux ce que tu dis, j'y avais pas pensé. Faut pas oublier que Alexandre le Grand a fait construire des Alexandries un peu partout. C'est possible. Ça se trouve, il vient d'une autre Alexandrie. Parce que c'était bizarre le coup de l'île. Ça me paraissait un peu surprenant. Mais ouais, c'est possible que ce soit un des multiples Alexandrie construit par Alexandre, qu'on appelait également dans le milieu Joe le melon. Joe la grosse tête, Joe les chevilles qui enflent, qui a nommé des villes à son nom un peu partout. Oh, j'ai pas d'inspi pour cela, vas-y Alexandrie, ouais, c'est moi Alexandre. Voilà. Exactement. Et voilà. Donc là, c'était un peu le passage pouvoir magique. On reviendra à nouveau dessus, il en reparle un petit peu. On en reviendra dessus la semaine prochaine. Il en reparle à nouveau un petit peu dans ce que j'ai prévu pour la semaine prochaine, dans la dernière session. Mais voilà, ça vous donne un ordre d'idée. Donc comme je dis, je le réinsiste là-dessus, hein. Vous n'êtes pas obligé d'y croire. En fait, les miracles, entre guillemets, c'est pas du tout ce qu'il y a d'important dans le bouddhisme, en fait. C'est vraiment, ce sont des effets secondaires, mais c'est pas ça qui va valider l'état de réalisation de quelqu'un. Et comme disait, hein, parmi les disciples du Bouddha, il y a certains de ses disciples, il y en a un, je sais plus c'est lequel, si c'est Modgalana, je sais plus. Il y en a un qui était spécialisé dans les pouvoirs magiques, justement. Enfin, en tout cas, il était passé maître de ça, il était au-dessus des autres par rapport à ça. Mais après, eh ben, il y en a d'autres pour lesquels leur spécialité, ils étaient réputés pour être le numéro 1 en sagesse, par exemple Mahakashyapa. Il y en a qui étaient réputés pour être numéro 1 en mémoire, comme Ananda. Et il y en a un, voilà, il était réputé pour être numéro 1 en pouvoir magique, mais du coup, c'est pas parce qu'il était numéro 1 en pouvoir magique qu'il était clairement au-dessus des autres. C'est juste, voilà, pour une raison ou une autre, il était plus à même d'utiliser cette capacité, là où Ananda, c'était la mémoire, et où Kashyapa, c'était plutôt la sagesse. Voilà, chacun sa spécialité de moine, hein, voilà. Nagasena. Ah, attends, je regarde juste Inoshishi qui dit: ouais, mais moi qui suis tout le temps en retard, ce serait quand même vachement bien si je pouvais pop comme ça, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Ah ouais, c'est pareil pour le stream, hein. C'est clair, c'est clair. Bon, encore là, ça, aujourd'hui, j'étais à peine en retard, c'est même pas ma faute. J'allais lancer le stream à 30, j'ai dit, ouais, je suis pile à l'heure. Et là, je regarde et je sais pas, j'ai voulu vérifier, heureusement que je l'ai fait d'ailleurs, j'ai voulu vérifier si ma caméra se lançait. Et en fait, pour une raison obscure, ma caméra se lançait pas dans mon logiciel de stream. Du coup, je me dis, wow, bizarre. J'ai juste, du coup, j'ai dû redémarrer le PC, ce qui m'a fait perdre 1 ou 2 minutes. Et quand je l'ai redémarré, ça a marché. Mais heureusement que j'ai vérifié avant, parce que sinon, j'étais obligé de couper le live, je pense, et de recommencer. Mais non, effectivement, des fois, ça peut être bien de se popper, en fait, même si moi, bon, il faudrait que je me pop depuis le rez-de-chaussée jusqu'à l'étage où il y a ma salle de stream. Voilà. C'est comme ton collègue qui maîtrise Excel, c'est bien, mais bon, ah ouais, le collègue qui maîtrise Excel, le Bouddha, il avait pas ça comme disciple, hein. Numéro 1 en tableur Excel, le mec qui maîtrise toutes les formules, et en plus, il a juste qu'à maîtriser les macros. Et là, t'as la Shanga qui a respect. Elle a un respect pour les macros. Mais ouais, non, c'est clair. Mais bon, c'est parce que tu maîtrises Excel que tu fais forcément du très très bon boulot. Tu peux aussi perdre énormément de temps à faire des magnifiques tableurs incroyables, des fois qui mettent plus de temps à faire que juste ce que tu devais faire à la main. Mais bon, en même temps, moi je suis un défenseur d'Excel, hein. Si je peux faire quelque chose avec Excel, je le ferai, hein, mais c'est ancienne déformation professionnelle, ça. Alors, on va parler maintenant des facteurs de l'illumination, des facteurs d'éveil, en fait, hein. Nagasena. Combien y a-t-il d'éléments de l'illumination? Bojjhanga, un truc comme ça. Eh bien, ce sont des facteurs d'éveil. Il y en a 7. Et par combien de ces éléments est-on illuminé? Réellement, ou entre guillemets, quel est le plus important de ces éléments-là? Par un seul, l'investigation des dharmas. Alors, quels sont, du coup, ces fameux 7 facteurs de l'illumination? Ce sont 1. La présence d'esprit ou l'attention, sati. Ensuite, l'investigation et l'analyse des phénomènes et de la loi, dhamma vikaya. Donc là, c'est justement celui sur lequel on parle là, hein, celui qui serait le plus important. La persévérance et l'effort, la joie éprouvée, la tranquillité, la concentration et l'équanimité. Donc ça, ce sont ces 7 facteurs d'éveil, donc 7 facteurs qui facilitent l'éveil, donc la présence d'esprit, l'investigation des dharmas, la persévérance et l'effort, la joie éprouvée, la tranquillité, la concentration et l'équanimité. Et donc là, la discussion, c'est
Du coup, s'il y a 7 facteurs d'éveil, pourtant Nagasena va dire, en fait, il y en a vraiment un qui est le plus important, c'est l'investigation des dharmas. Alors du coup, question logique de Milinda, hein, c'est, du coup, pourquoi est-ce qu'on dit qu'il y en a 7 si au final, il n'y en a que un qui est peut-être au-dessus des autres ou qui est vraiment crucial? Et donc là, ici, Nagasena va donner un exemple, hein. Une épée laissée au fourreau et qu'on ne prend pas en main, peut-elle trancher ce qui est à trancher? Non. Et bien de même, sans l'investigation des dharmas, on ne peut être illuminé par les 6 autres éléments de l'illumination. Alors là, ça c'est la traduction française. En réalité, la traduction anglaise que j'ai aussi à côté dit quasiment l'inverse de cette phrase-là. En fait, la traduction anglaise, ce qu'elle dit, c'est en réalité, la vérité ne peut être comprise que sur la base de l'investigation des dharmas seuls, sans l'aide des 6 autres facteurs. L'investigation des dharmas, c'est le facteur crucial, mais il y a besoin des 6 autres facteurs supports pour fonctionner pleinement. Dans la version française, on vous dit en fait, sans l'investigation des dharmas, les 6 autres facteurs sont inutiles. La version anglaise dit en fait, avec l'investigation des facteurs seuls, même si c'est le plus important, en fait, on ne peut pas être illuminé s'il n'y a pas les 6 autres facteurs d'éveil. En fait, ce serait comme une épée qui serait laissée dans son fourreau. L'investigation des dharmas hein, serait comme une épée qui est laissée dans son fourreau. Si en fait on ne le prend pas en main par les 6 autres facteurs, eh bien en fait, ça ne va pas pouvoir être efficace. Parce qu'en fait, donc du coup, pour reprendre un petit peu là-dessus, hein, parmi ces 7 facteurs d'éveil, pourquoi est-ce qu'il dit que le plus important, celui qui est crucial, c'est l'investigation des dharmas? Parce qu'en fait, c'est grâce à cette investigation des dharmas, l'investigation des phénomènes, qu'on va vraiment pouvoir atteindre l'éveil et trancher les passions, parce que c'est par cette investigation qu'on va pouvoir se rendre compte que les phénomènes sont tous, par soi-même, que les phénomènes sont tous impermanents. On va pouvoir se rendre compte que les phénomènes sont tous dépendants les uns des autres. Il y a donc cette dépendance de cause et d'effet, que les phénomènes sont tous sources de souffrance. Donc en fait, c'est grâce à cette analyse des phénomènes qu'on va pouvoir réaliser notamment en méditation, hein, qu'on va vraiment pouvoir intégrer par soi-même les enseignements du bouddhisme qui vous disent effectivement tout est impermanent, tout est interdépendant, tout est source de souffrance. Mais ça, on vous le dit, mais en fait, ce n'est que par l'analyse poussée des dharmas pendant la méditation qu'on va pouvoir vraiment l'intégrer et s'en rendre compte par soi-même. C'est donc pour ça que Nagasena dit que des 7 facteurs, c'est le plus important. Mais pour pouvoir vraiment être efficace, eh bien, il a besoin d'être appuyé par les 7 autres facteurs. Notamment, on le disait, hein, la présence d'esprit, l'attention, c'est-à-dire il faut que l'attention soit focalisée pour qu'on puisse derrière être vraiment attentif à ce qui se passe. Hein. Le but pendant la méditation, ça va être justement d'être attentif à l'apparition et à la disparition des phénomènes. Donc pour pouvoir vraiment les analyser, il faut pouvoir déjà être attentif à leur apparition, attentif à leur disparition pour pouvoir se rendre compte de l'impermanence, attentif à la souffrance qu'ils apportent. Pardon. Ensuite, il faut avoir une certaine persévérance et un effort, c'est-à-dire que si on ne le fait qu'une fois, cette analyse des phénomènes, ce ne sera pas suffisant pour pouvoir vraiment s'éveiller à ça. Il va falloir le réaliser fréquemment, souvent avec persévérance. La joie éprouvée, eh bien, il faut quand même, dans cet exercice, y ressentir une certaine joie, ne serait-ce que la joie qu'on ressent à l'optique de se libérer de la souffrance, parce que si ça ne nous apporte pas de joie, si c'est juste de la pure souffrance, eh bien, on ne va pas continuer à persévérer là-dedans. Pareil pour la tranquillité, ça va nous apporter au bout d'un moment une certaine tranquillité, une certaine équanimité, une certaine concentration. Si tous ces phénomènes-là, en fait, qui sont tout autour, ne sont pas là d'une certaine façon pour encadrer l'analyse des phénomènes, eh bien, en fait, au bout d'un moment, cette analyse, on va arrêter de la faire. Tout simplement, on va arrêter de la faire, on va arrêter de la pousser, ou alors on ne va pas la pousser jusqu'au bout. Voilà. Et Ponin qui dit, hein, c'est parce que effectivement, sans les 6 autres, le premier facteur n'a rien à trancher. En fait, c'est ça. Et puis c'est surtout que ça va être un exercice qu'on ne va pas poursuivre dans les bonnes conditions, en fait. Qu'on va pas faire correctement et qu'on ne va pas poursuivre dans les bonnes conditions. Comme une épée qui resterait dans son fourreau. En fait, si on ne la sort pas par le biais des autres facteurs, hein, qui serait la main, du coup, eh bien, on va pas une main à 6 doigts. Voilà. Eh bien, on n'arriverait pas effectivement à trancher réellement les passions par le biais de cette analyse des phénomènes. Nagasena. Alors là, une autre discussion qui va être un petit peu intéressante, une discussion sur la prédominance du bien ou du mal. Et donc Milinda demande à Nagasena lequel prédomine du bien ou du mal. Et donc la réponse, moi, m'a un petit peu surpris, mais elle est intéressante. La réponse de Nagasena, c'est le bien est prédominant,
Le mal est au final peu de choses. Ah, tu dis, waouh, c'est assez stylé, c'est assez positif comme vision des choses. Alors, il va nous expliquer un petit peu pourquoi est-ce qu'il comprend ça comme ça. Parce qu'effectivement, du coup, Milinda se demande, ah, mais pourquoi donc? Nagasena va lui répondre. Celui qui fait le mal en éprouve du remords. C'est pourquoi le péché ne s'accroît pas. Celui qui fait du bien est sans remords. Sans remords, il est satisfait. Satisfait, il est joyeux. Joyeux, son corps est tranquille. Tranquille, la tranquillité du corps produit le bien-être. Dans le bien-être, l'esprit se recueille. Recueilli, il voit la vérité. C'est pourquoi le bien s'accroît. Et d'ailleurs, ici, hein, si vous regardez rapidement, en fait, on retrouve les facteurs d'éveil qui ont été listés juste avant, hein. Le fait d'être satisfait ou attentif, le fait d'être joyeux, le fait d'être tranquille, donc l'équanimité, hein, le fait de ressentir du bien-être, de la joie, euh, le fait de ressentir du recueillement, donc la concentration, et le fait de voir la vérité, qui est du coup l'analyse des dharmas. Donc en fait, on a du coup ces facteurs d'éveil qu'on retrouve ici, hein, qui vont du coup s'enchaîner de par le fait de réaliser des bonnes actions. Et il dit, c'est pour ça du coup que le bien s'accroît. Et donc il met ici un homme à qui on a coupé les mains et les pieds, s'il donne seulement une poignée de lotus au Bouddha, échappera au lieu de punition pendant 90 kalpas. C'est pourquoi je dis le bien est prédominant, le mal est peu de choses. D'une certaine façon, le bien, si on le met dans la balance, surtout quand il est tourné vers le Bouddha, va être, et ça on l'avait déjà vu la dernière fois, on en avait discuté, hein, quand il est tourné vers le Bouddha, le bien, même s'il est très léger, un bien qui est aussi léger qu'une plume d'une certaine façon, s'il est tourné vers le Bouddha, va pouvoir être plus lourd karmiquement, faire pencher la balance karmique dans le bon sens, plus qu'une vie complète de mauvaises actions. Mais là, voilà, outre cet exemple qu'on avait vu la dernière fois, vraiment, il le dit, en fait, la raison pour laquelle le bien prédomine par rapport au mal, c'est tout simplement parce qu'en fait, il y a une certaine forme de mécanisme naturel que ressent l'être humain par rapport au mal, qui est le remords, qui est cette espèce de barrière qui va tendre à éviter que le mal se propage donc on refasse des actions qu'on sait être réellement mauvaises parce qu'on va ressentir du remords. Donc le remords, de par le mécanisme du remords d'une certaine façon, Nagasena explique que le mal va avoir tendance à ne pas s'accroître, ou en tout cas moins s'accroître, alors que le bien, vu qu'il nous apporte de la satisfaction, de la joie, de la tranquillité, du recueillement, l'analyse de la vérité, et bien du coup, on va avoir tendance naturellement à vouloir l'accroître vu qu'on ressent quelque chose de agréable, positif, qui va dans le bon sens. Voilà, je trouvais ça intéressant. C'est Hyponine qui dit un homme à qui on a coupé les mains et les pieds s'il donne seulement une poignée de lotus au Bouddha. La poignée est peut-être pas la meilleure traduction. C'était peut-être un peu mal choisi. Pas de main, pas de chocolat. Pas de bras, pas de chocolat. Oh fuck. Mais ouais, Nagasena a une réponse optimiste. Je trouve ça que c'est positif. Mais après, ouais, l'exemple est hardcore avec le coup du. Bah, comment ça, tu peux pas offrir une poignée de lotus au Bouddha? Bah, il a pas de main! Il a pas de main, il peut pas offrir! Quelle horreur! Putain, Nagasena, tes exemples! Les exemples, Nagasena! C'est pas ouf! C'est vraiment pas ouf. Mais en tout cas, voilà, je trouve l'idée intéressante, hein, de dire, voilà, que de par le mécanisme naturel du remords, le mal ne va pas s'accroître, là où par le mécanisme naturel de la joie, de la tranquillité, des bienfaits qu'on ressent à conduire des bonnes actions, le bien va avoir naturellement tendance à s'accroître. Pas de bras, pas de mérite. Ah non. Ah non. Ah bah non. J'avoue que l'exemple était peut-être un petit peu mal choisi. Voilà. Et donc justement, alors là on avait un passage qui était très positif et pour terminer aujourd'hui, j'ai dû couper en deux parce que sinon la semaine prochaine ça allait être vraiment léger. Donc voilà, c'est deux sessions qui sont un petit peu plus courtes aujourd'hui et la semaine prochaine pour terminer le texte, hein. Le dernier point est un petit peu plus raide, je trouve. Autant là voilà, c'était un peu positif, un peu sympa, hein. Le dernier point est un petit peu plus raide, je vous montre ça, hein. Nagasena, de deux hommes qui commettent une mauvaise action. L'un sciemment, donc consciemment, hein, l'autre inconsciemment. Lequel encourt le plus grand démérite? Alors moi, quand je dis ça spontanément, je me dis, bah, franchement, entre le mec qui commet une mauvaise action volontairement et le mec qui commet une mauvaise action involontairement, inconsciemment, pour moi, spontanément, j'aurais tendance à dire, bah, celui qui fait une mauvaise action inconsciemment, qui n'a pas conscience qu'il a fait une mauvaise action, pour moi, est moins blâmable que la personne qui commet une mauvaise action volontairement, sciemment, en disant, je vais faire une mauvaise action. Ça paraît logique.
Et là où j'ai été surpris, c'est que Nagasena va répondre l'inverse. Voilà la réponse de Nagasena. Celui qui a le plus grand démérite, c'est le pêcheur inconscient. Et donc, Milinda lui demande, naturellement, donc si donc un prince, genre moi, un roi, ou un fonctionnaire commet une faute sans le savoir, je devrais le punir doublement? Genre s'il a fait vraiment une énorme connerie, mais qu'il a... Vraiment, il ne savait même pas que c'était une connerie, je devrais le punir doublement? Et donc, la réponse de Nagasena ici, la réponse de Nagasena, c'est suppose une boule de fer chauffée, ardente, incandescente, qui toucherait deux hommes, l'un ne sachant rien, l'autre sur ses gardes. Lequel serait le plus grièvement brûlé? Eh bien, celui qui ne sait rien, qui ne s'y attend pas. De même, c'est le pêcheur inconscient qui encourt le plus grand démérite. Alors, on peut ne pas être d'accord avec ça. Hein. Franchement, moi, je suis moyen d'accord avec ça. La compréhension que j'ai du message que Nagasena veut faire passer ici, c'est qu'en fait, d'une certaine façon, le pêcheur ou celui qui commet une mauvaise action inconsciemment est d'une certaine façon doublement coupable. Doublement coupable, pourquoi? Parce que de un, il a commis une mauvaise action, comme celui qui le ferait consciemment, mais de deux, il n'a pas été attentif à ce qu'il faisait. Et donc, par le fait de ne pas être attentif à son action, de ne pas être attentif au fait qu'il commettait quelque chose de mal, eh bien, d'une certaine façon, il est aussi fautif pour ça, pour son manque d'attention. Donc, il est d'une certaine façon doublement coupable. Voilà. On peut ne pas être d'accord avec ça. Voilà, je regarde juste ce que j'avais noté dans mon petit commentaire ici, mais je pense que c'est à peu près ce que je viens de vous dire là. Hein. Ici, voilà, avis assez sévère, hein, j'ai trouvé assez sévère, kibishi en japonais, hein, c'est assez sévère de Nagasena, où la personne qui commet une mauvaise action inconsciemment est en quelque sorte doublement coupable, un pour la faute commise, deux pour son manque d'attention à son action, qui fait qu'elle ne s'est pas rendue compte qu'elle commettait une faute. C'est vrai que d'un point de vue bouddhiste, hein, surtout d'un point de vue Theravada, l'attention aux choses est extrêmement importante. On va demander aux moines d'être attentifs à chacune de leurs actions, justement pour voir si ce qu'ils font est bien ou mauvais. Voilà, on peut ne pas être d'accord. Franchement, je trouve que c'est un peu dur. Chotok Kibishi, c'est un petit peu raide, mais bon, c'est la vie de Nagasena, hein, on le prend pas. Comme je dis, vous n'êtes pas obligé de tout prendre, hein, c'est la vie de Nagasena ici. Hein. Éponine qui disait, je pense que Nagasena désigne par l'image des mains coupées de la partie d'avant. Hein. Bien sûr, les criminels, couper les membres aux criminels, c'est un classique dans l'histoire humaine. Hein, c'est ça, le classique. On coupe la main au voleur, voilà, on coupe les pieds à celui qui s'échappe, etc., etc. C'est un petit peu hardcore, bien sûr. Éponine qui dit, on en revient à l'ignorance qui est la cause première de notre souffrance, tout à fait. Dans le bouddhisme, il dit pas qu'il faut punir doublement les ignorants, mais d'une certaine façon, c'est que leur ignorance est doublement néfaste. On peut le comprendre comme ça. Effectivement, on peut le comprendre en disant ils reçoivent entre guillemets double peine parce que ils ignorent, et par le fait qu'ils ignorent le fait qu'ils commettent une mauvaise action, ils vont être aussi peut-être plus susceptibles, si on rejoint le point précédent, ils vont être aussi peut-être plus susceptibles de reproduire cette mauvaise action, vu qu'ils en ont pas conscience en fait. Vu qu'ils n'ont pas conscience que c'est une mauvaise action, le mécanisme dont Nagasena a parlé au passage d'avant, qui est le mécanisme tout simple du remords, le remords ne peut s'appliquer que si on a conscience qu'on a fait quelque chose de mauvais. Si on sait qu'on a fait quelque chose de mauvais, alors le remords arrive en disant « Ah, j'ai vraiment pas été cool, j'ai vraiment pas agi d'une bonne façon. » Mais si on ne le sait pas, et qu'on n'arrête pas de faire de la merde, effectivement, on n'a pas le mécanisme du remords, donc on ne peut pas couper cette mauvaise action et cette ignorance à sa racine, vu qu'en fait, on ne sait même pas qu'on est en train d'en commettre une. Voilà. Une chichi qui reparle de la vieille technique de la tortue. Je vais faire attention, si je dois monter sur des plaques de métal, une tortue pourrait être cachée, et hop, tu retombes dans l'enfer spécial. Pour ceux qui n'avaient pas suivi, là, c'est une joke sur un des enfers bouddhistes où traditionnellement, les gens y vont pour deux actions complètement bizarres. La deuxième que j'ai oubliée, mais la première étant d'avoir écrasé des tortues entre deux plaques de métal. Ce qui me fait toujours rire parce que je me dis, ils sont trois, ils doivent être trois dans cet enfer à attendre que quelque chose se passe. C'est l'enfer de la solitude éternelle. Quand il y a un mec qui arrive, il fait attends, mais. Oh putain, il y a un nouveau, il a écrasé des tortues entre deux plaques de métal. C'est tellement bizarrement spécifique qu'à chaque fois ça me fait rire. Et donc voilà, c'est la petite private joke de l'enfer bouddhiste des gens qui écrasent des tortues entre deux plaques de métal. c'est tellement peu fréquent. Voilà. Mais ouais, non, c'est intéressant en tout cas de voir ça. Mais je pense que oui, c'est lié à cette idée, comme dit Éponine, de la problématique vraiment de l'ignorance. Où bah, du coup, si tu es ignorant de ce que tu fais, eh bien, comment est-ce que tu veux te débarrasser et éviter de reproduire cette mauvaise action vu que tu ne le sais pas en fait. Un accident bête est si vite arrivé. Putain, je marchais sur ces tôles, il y a une tortue en dessous. Comment je pouvais savoir? Je suis pas allé lever la tôle pour vérifier qu'il y avait une tortue en dessous. Bah, je veux dire, je suis parti du principe que sous la tôle, il y avait rien.
Ah, et puis qu'est-ce qu'elle foutait là, la tortue? Je veux dire, merde, on habite en France, c'est pas censé avoir des tortues qui se baladent sous les tôles de métal. Ah, comme ça qu'on retombe dans l'enfer des écraseurs de tortues, hein, c'est pas de bol. Oh, t'as pas de bol, quoi.